Merci de m'accueillir ici. En plus, vous avez, comment dirais-je, du mérite à être dans cet amphi alors qu'il fait très beau dehors et meilleur qu'à Paris, plus doux et plus beau. Donc, merci de votre présence. Juste peut-être un mot pour compléter la biographie, puisque finalement, je vais vous parler d'un sujet pas très amusant, les guerres, mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. Et qu'est-ce que la France fait avec sa défense et son armée? Donc effectivement, je suis colonel de réserve. Avant d'être journaliste, j'ai été officier du génie. Je suis un sapeur à l'origine. Donc je suis colonel de réserve aujourd'hui, spécialiste d'état-major. Et j'ai servi en opération comme officier dans les Balkans, en Afghanistan et en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Je suis un ancien officier de la force Licorne. Donc je me suis efforcé, comme journaliste ou comme officier, de ne pas me contenter de réfléchir à ces sujets, mais d'essayer aussi de les éprouver un peu physiquement, parce que je crois que, enfin, en tout cas c'est moi ma démarche, j'aime bien ce qui est intellectuel, je suis plutôt un intellectuel, mais j'aime confronter la réflexion que je peux avoir avec les réalités du terrain, à travers des choses toutes bêtes. Vous voyez peut-être en ce moment des images sur le Mali, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui circulent, notamment sur des sites. J'ai vu des images, des reportages pas mal sur Théâtre Mbéli, notamment récemment. Vous voyez les soldats français manœuvrer dans cette espèce de paysage un peu lunaire ou martien. Il fait 40-50 degrés et ils portent 40 à 50 kilos sur le dos. Donc ils combattent avec cette température, avec cette charge-là. Je sais ce que c'est que de porter ce poids, pas tout à fait aussi lourd, mais par exemple le gilet par éclat que les soldats français portent, ça pèse 16 kg. Vous rajoutez le casque lourd, l'armement, les munitions, ça monte très rapidement à 20, 30, 40 kg, et donc il faut se déplacer et combattre avec ce poids, puisqu'il y a toute une série d'équipements assez sophistiqués aujourd'hui qui permettent à la fois de communiquer, de voir loin. Donc, le fait de sentir ça physiquement, en tout cas moi ça m'aide dans mes commentaires dans les médias, pour arriver à passer du niveau stratégique à un niveau tactique et surtout à un niveau le plus réaliste possible pour moi, au niveau de ce que les hommes et les femmes, puisque les femmes combattent également, puisqu'il y a des femmes soldats dans l'armée française, j'en ai côtoyé en Afghanistan, ailleurs, dans des postes de combat. Elles n'étaient pas par exemple dans les équipes avancées médicales, pour une simple raison, c'est que justement, pour arriver à sortir d'un véhicule de l'avant blindé en flammes, un de leurs camarades qui, pesant 80 kg, passe à 120 avec l'équipement, alors ce n'est pas faire insulte aux jeunes filles, jeunes femmes qui sont dans la salle, mais c'est compliqué pour vous de sortir un gars blessé qui est en train de brûler, qui pèse 120 kg, d'un véhicule de l'avant blindé. Donc c'était des postes dans lesquels en Afghanistan les femmes ne se trouvaient pas. Voilà. Donc, quelques éléments un peu de contexte. On m'a demandé de vous parler de 3 conflits, mais en fait, je parlerai d'autres conflits qu'on n'a pas évoqués, mais c'est assez significatif. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de la Côte d'Ivoire. Enfin, vous n'avez pas évoqué, mais c'est parce qu'on en a peu parlé en France. Ce que l'armée française a fait en Côte d'Ivoire en 2011, une opération extrêmement difficile. Je suis toujours un peu meurtri de voir que c'est une opération, c'est-à-dire le fait de mettre fin à la guerre civile, notamment à Abidjan, et d'avoir aidé les forces légales loyalistes au président Aïlou Ouattara à arrêter le président Gbagbo, tout ça en soutien des forces de l'ONU, dans une configuration, pardonnez-moi l'expression, totalement merdique, extrêmement complexe, où il n'y a que des écueils. Alors vous me direz, dans ces guerres asymétriques, il n'y a que des écueils, mais là particulièrement, et ça fait partie des opérations qui passent comme ça à toute vitesse, qui sont zappées par l'actualité. Et je vous en dirai quand même quelques mots, parce que bon, c'est aussi un théâtre à Côte d'Ivoire qui m'a beaucoup marqué, beaucoup frappé. Alors, c'est quelques propos un peu d'ambiance, je vais vous faire 2-3 mots introductifs. Et puis comme on est à Sciences Po, j'aborderai 3 points. Le premier, très rapidement, historique, puisque je suis aussi historien de formation, et je pense que c'est très important d'avoir toujours un peu de recul. Le deuxième point, par rapport à mon premier point historique, qui vous dira en quelques mots pourquoi la France a connu beaucoup de défaites dans son histoire militaire. Le second point, ça pourrait s'appeler « La France se soigne ».
dans un monde qui est compliqué, la France se soigne et réussit à faire face à des configurations militaires assez difficiles. On verra s'il y a des doctrines qui en ressortent. Et puis j'aborderai un troisième point qui est d'essayer de voir demain quelles peuvent être les menaces auxquelles nous pouvons être confrontés. Ces menaces, à mon avis, sont maintenant assez proches de nous, potentiellement proches de nous. La question qui m'était posée derrière Afghanistan, Libye, Mali, sur lesquels, évidemment, théâtre d'opération sur lesquels je reviendrai, c'était est-ce qu'il y a une doctrine militaire? Alors le grand changement de ces dernières années, je ne vous apprendrai rien, c'est que jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique, je dirais que la doctrine militaire était assez simple pour la France, même si la France avait une particularité à cause de sa dissuasion nucléaire et de son identité, le fait d'être à la fois dans l'Alliance Atlantique, mais à l'époque non membre, non intégré dans le commandement intégré de l'OTAN. Mais en gros, pour faire simple, si vous voulez, l'ennemi était clairement désigné, hein, c'était le pacte de Varsovie, l'Union soviétique avec ses satellites, donc c'était assez simple. Et aujourd'hui, la France n'a pas d'ennemi. La France n'a pas de pays ennemi. La France identifie des menaces, des pays voyous qui peuvent éventuellement dériver, mais nous n'avons pas d'ennemis. Et nous sommes entrés depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie dans ce qu'on appelle un peu pompeusement aujourd'hui donc les guerres asymétriques. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons des soldats qui meurent, hein, 88 en Afghanistan, 5 au Mali, on en a eu 90 en Bosnie, je pourrais multiplier les exemples, mais pourtant, pratiquement jamais nous ne sommes officiellement en guerre. Et par ailleurs, nous ne battons pas contre un État avec une armée en uniforme, nous nous trouvons impliqués à chaque fois dans des cas de figure très particuliers, sous des mandats particuliers, onusiens, otaniens, éventuellement européens, ou parfois, comme c'est le cas au Mali aujourd'hui, à la demande de la communauté internationale et à la demande des autorités du Mali. Et nous ne sommes pas confrontés à des armées en uniforme, appartenant à des États. Donc c'est la complexité de cette situation qui a été mise en exergue dans le livre blanc de 2008. Vous savez que la France n'avait plus fait de livre blanc depuis 1994, donc il y a eu un énorme écart entre 1994 et 2008. Et dans ce livre blanc de 2008, que vous pouvez lire, parce que, enfin vous pouvez lire, lisez-le pour mieux comprendre celui qui va sortir dans quelques semaines. L'exercice consiste justement à essayer d'analyser les menaces, de positionner une doctrine française d'engagement, et puis de préciser les grandes missions qui vont structurer la défense, avec en face les capacités. Et puis normalement, derrière ce travail intellectuel, vous avez une loi de programmation militaire qui va mettre en œuvre des moyens, des équipements. Donc ça, c'est l'idéal, sauf que comme en France, il n'y a plus beaucoup d'argent, c'est souvent l'inverse qui se passe. On essaye de regarder combien d'argent on a, quel type de mission on va parvenir à faire avec ces économies, ce budget qui est réduit. Alors pourquoi c'est difficile d'avoir une vision sur la doctrine militaire française? À la fois parce qu'il n'y a pas d'ennemis identifiés, on est face à des cas de figure extrêmement différents. Si vous regardez les conflits de ces dernières années dans lesquels la France a été engagée, que ce soit la Bosnie, le Kosovo, le Sud-Liban, la Libye, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan sur une période très longue, hein, moi je suis allé 3 fois en Afghanistan comme officier, 2002, 2006, 2009, j'ai pas eu l'impression d'avoir participé à chaque fois à des opérations semblables. Ça. Donc en plus vous avez des guerres qui sont mutantes. Et puis le Mali aujourd'hui qui est encore un autre cas de figure. Donc aucun cas de figure ne se ressemble. Vous avez certaines guerres dans lesquelles il n'y a que des opérations aériennes, avec des opérations clandestines à côté, notamment Kosovo et la Libye. Et puis vous avez des opérations comme le Mali, où là il y a toute la gamme, où la France est engagée sur mer, dans le ciel et sur terre. Par ailleurs, il y a une spécificité française que vous connaissez. Vous savez tous que le chef des armées en France n'est pas un militaire, c'est une bonne chose. Donc c'est le président de la République qui est chef des armées. Et comme on doit vous apprendre cela ici, nous sommes dans une monarchie élective, le président de la République, chef des armées, a une liberté de manœuvre pour engager les forces françaises sur des théâtres d'opération que la plupart de ses partenaires européens lui envient. Même si le précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, a introduit
un élément de contrôle parlementaire qui n'existait pas, et qui est le fait qu'au bout de 4 mois d'opération, d'engagement militaire sur les opérations extérieures, au bout de 4 mois, le Parlement est saisi et doit voter pour dire s'il est d'accord avec la poursuite de cette opération. Ça, c'est nouveau. Donc le président de la République, si vous voulez, c'est un peu le fait du prince. Il a d'ailleurs une structure militaire à l'Élysée, il a un lien direct avec le chef d'état-major des armées, et il a la possibilité d'engager, en fonction de son analyse, en fonction de sa réflexion, en fonction des capacités militaires qu'il a sous la main, capacités qui sont encore de grande qualité, même s'il commence à y avoir des trous dans la coque, et qu'à certains endroits, c'est la peinture qui fait office de coque. Hein. Si vous mettez le doigt dedans, il n'y a que la peinture qui tient les planches de bois. Mais il y a encore un outil fort, et il a cette capacité, je dirais, sur ses convictions, sur l'éclairage qu'il va avoir de son environnement politique, militaire et diplomatique, d'engager une opération. Un exemple concret, par exemple, la Libye. Pourquoi la France s'engage en Libye pour frapper les premiers échelons blindés de Kadhafi qui vont vers Benghazi pour réprimer le printemps libyen, pour faire simple. Dans la décision du président Nicolas Sarkozy, il y a certainement des éléments politiques, c'est-à-dire que la France est passée à peu près complètement à côté des printemps arabes. Elle n'est pas la seule, mais elle s'est quand même illustrée comme pays important, grande puissance, pour avoir loupé cet événement. Donc peut-être volonté de la France de rattraper un petit peu le cours des événements et de s'impliquer dans cette affaire, mais il y a un élément personnel, et je veux insister sur ce point-là. Dites-vous bien que les hommes et les femmes qui sont au pouvoir sont des hommes et des femmes, simplement, on le voit avec l'affaire Cahuzac aujourd'hui, dans un domaine absolument tragique. Et pour Nicolas Sarkozy, une chose l'avait traumatisé dans le passé, c'était à la fois le génocide rwandais et l'affaire de Srebrenica, 95, que j'ai bien connu, puisque j'étais au cabinet du ministre à ce moment-là, c'est-à-dire le massacre par les milices serbes de 8000 civils bosno-musulmans dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, et donc massacre qui s'est fait malgré la présence de casques bleus hollandais dans la zone de Srebrenica, malgré la France, qui a tout fait pour essayer d'éviter cela. Et donc Nicolas Sarkozy a été très marqué par cela, et donc a fait de l'affaire de la Libye et du risque que couraient les populations de Benghazi une affaire, je dirais, personnelle, morale et éthique. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens d'échanges que je pouvais avoir avec des militaires ou des politiques de son entourage, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec l'opération libyenne. Certains voyaient les risques de déstabilisation. Kadhafi était à la fois un dictateur et en même temps était un élément de stabilisation du Sahel, hein, parce qu'il injectait beaucoup d'argent au Mali, en Mauritanie et au Niger. Et mes interlocuteurs me disaient, mais de toute façon, le président de la République est absolument déterminé à intervenir pour ses raisons morales et éthiques. Et il était soutenu d'ailleurs par Alain Juppé, qui lui aussi, comme ministre des Affaires étrangères, en 1994, avait vécu le drame du Rwanda, dans lequel la France n'a aucune responsabilité, dans lequel la France est intervenue courageusement avec l'opération turquoise, mais en fait, la France, parce que c'est une grande puissance, parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, estime que les grands dossiers internationaux la concernent. Nous sommes la patrie des droits de l'homme. Et donc, les présidents de la République estiment que ce qui se passe dans le monde les concerne, et notamment ce qui peut, je dirais par ailleurs, toucher nos intérêts ou toucher notre sécurité plus directement. Bon, voilà un peu en vrac, quelques éléments de discours avant de passer à mon point historique. Parce que si on veut comprendre pourquoi, à mon avis, la France s'est plutôt bien sortie des conflits de ces dernières années, conflits vraiment complètement différents, avec des rythmes complètement différents, on ne peut le comprendre qu'en regardant d'où on vient, même si les guerres du passé n'ont rien à voir avec les conflits asymétriques, baroques, indirects, dans lesquels des insurgés posent leur kalachnikov, redeviennent un paysan sympathique, dans lequel des femmes sont transformées en kamikazes, des handicapés sont manipulés pour être kamikazes. En ce moment, au Mali, ce sont des enfants de 13-14 ans qui sont drogués, qui sont envoyés au casse-pipe comme kamikazes. Donc c'est ça que vit le soldat d'une démocratie dans la réalité de ces conflits-là.
qui n'existaient pas dans les grandes guerres, qui existaient d'une certaine façon dans les guerres de décolonisation. Alors, très rapidement, puisqu'en fait c'est l'objet notamment de mon dernier livre, Le complexe de l'autruche, pour en finir avec les défaites françaises, pourquoi la France, grand pays, grande puissance, grande tradition militaire, des bons chefs, une bonne armée, par exemple, est écrasée en 1870 en quelques semaines. Alors la guerre de 70 est une guerre qui a été complètement évacuée de notre paysage. Je ne sais pas si c'est encore enseigné ici, c'est une guerre passionnante. C'est extrêmement intéressant de se plonger dans la guerre de 1870. C'est une guerre charnière, c'est une guerre, comment dirais-je, au moment où la révolution industrielle est en train de se faire aux États-Unis et en Europe. Et cette guerre, après la guerre de sécession, qui ne nous a pas concernés, guerre de sécession, guerre de 1870, juste avant la guerre entre la Prusse et l'Autriche-Hongrie, ce sont des guerres qui portent en elles les grands changements des guerres du XXe siècle, en termes d'accélération du rythme, en guerre malheureusement de modernisation des armements, en termes de capacité de projection de force, ce qu'on appelle la projection de force aujourd'hui, qui était rendue possible notamment par le chemin de fer, utilisé pendant la guerre de sécession, notamment par Lincoln. Allez voir le film sur Lincoln pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur du pouvoir. Donc projection de force grâce au chemin de fer et transmission des ordres rapides par le télégraphe, permet, ça ne suffit pas d'envoyer des soldats loin, il faut encore leur dire ce qu'ils doivent faire à l'arrivée, du moins à leurs généraux. Donc guerre de 70 passionnante, lisez mon livre, et lisez d'autres ouvrages sur la guerre de 70, mais pour faire simple, la France déclare toute seule, le 17 juillet 1870 à la Prusse, la guerre. 17 juillet. 4 septembre, l'Empire est ratatiné, Napoléon III est capturé, nos armées sont enfermées. Donc juillet-septembre, ça va quand même très vite. C'est un peu surprenant. On se prépare pour la revanche, 1914. On pensait plutôt que la guerre arrivera en 1911 avec l'Allemagne, il y a des tensions très fortes en 1911. Ça se déclenche en 1914 pendant l'été, et à l'été 14, selon moi, personne ne veut la guerre à ce moment-là. D'ailleurs, il n'y a plus personne dans les chancelleries, dans les ministères, tout le monde est en vacances pendant l'été. Une partie de la crise diplomatique avant la guerre de 14, elle est gérée par les troisièmes couteaux dans les ambassades des différents pays concernés, parce que tout le monde est en vacances, prend les eaux, Guillaume II est en croisière sur son superbe yacht. Bon. Mais, pour revenir à mon point, la guerre se déclenche le 2 août. Début septembre, le gouvernement français fout le camp de Paris. Les Allemands sont à 22 km, les Uhlans, les éléments légers de cavalerie allemands, les premiers arrivent autour d'un panneau indicateur qui indique Paris 22 km. Les Uhlans descendent, dansent autour du panneau en chantant une chanson française, en français, qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelle « Viens Poupoule, viens Poupoule ». Août, septembre, nous sommes enfoncés. Et sans le génie d'un Gallieni, officier des troupes de marine habitués à agir dans ce que les militaires appellent les cadres non conformes, c'est-à-dire en gros le bordel, c'est-à-dire ce qui ressemble aux guerres asymétriques, c'est-à-dire des trucs qui n'ont rien à voir avec des trucs organisés. Gallieni, les taxis de la Marne, vous l'avez appris tout petit, ça fait rigoler, c'est complètement atypique, c'est un mode opératoire qui ne se trouve dans aucun manuel militaire, ça fait partie du génie de Gallieni. Je vous la fais courte, c'est aussi dans mon livre et c'est passionnant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que la France se prépare à la revanche, à du très bon matériel, on a un très bon canon de 75, on a créé l'école de guerre, l'école que j'ai faite moi d'état-major est issue de la défaite de 70, eh bien on arrive quand même à se faire bananer et à être à 2 doigts de voir Paris tomber dans les premières semaines. Donc il y a quand même une interrogation. Mai-juin 40, je vous la fais courte parce que c'est plus proche de votre mémoire, je pense. Cette semaine, la France, qui est à mon avis la meilleure armée d'Europe, avec les Britanniques, nous ne sommes pas battus seuls, nous sommes battus avec les Britanniques qui ont une très bonne armée. Et est-ce que nous sommes battus par une armée formidable? Pas du tout. L'armée allemande de mai-juin 40 est une armée convalescente. C'est une armée mixte dans laquelle il y a des très bons éléments et des éléments d'une grande fragilité. Pourquoi? Parce que Hitler est arrivé au pouvoir en 1933 et que vous ne reconstruisez pas un appareil militaire. Alors ex nihilo, c'est pas vrai parce que la République de Weimar a anticipé le mouvement, notamment avec la complicité de l'Union soviétique,
puisque l'embryon de corps blindé Panzer s'entraîne en Sibérie grâce à des accords avec les soviétiques. Mais il n'empêche, c'est Hitler qui remet en place le service militaire, qui pousse les feux. 33-39, tous ceux qui connaissent les questions militaires, notamment les questions industrielles, on ne rebâtit pas, ni sur le plan de l'armement, du matériel, ni sur le plan de l'aptitude au commandement. Vous ne formez pas un officier comme ça parce qu'il fait une année d'école, hein, ou un sous-officier ou un cadre. C'est des processus longs. La campagne de Pologne, qui a précédé la campagne de France, a été une campagne relativement aisée pour différentes raisons, à la fois de configuration territoriale de la Pologne, d'erreurs stratégiques des Polonais qui ont été formés par qui? Par la France, et parce que la Blitzkrieg est mise en œuvre à ce moment-là. Mais dans les rétextes, les retours d'expérience allemands sur la Pologne, pour ceux qui ont travaillé dessus, ce qui est mon cas, que vous retrouverez dans mon livre, eh bien, il y a énormément de points négatifs sur l'armée allemande. Et donc la France, grande armée, grands soldats, est écrasée en quelques semaines. Alors, moi j'ai essayé de faire un livre pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis pour essayer de savoir si on, par rapport à... Parce qu'on ne peut pas se planter à répétition comme ça quand on est un grand pays sans qu'il y ait des raisons. Alors je ne vais pas tout vous raconter parce que ça serait trop long en soi, mais dans les défauts que j'ai retrouvés pratiquement à chaque fois, dans les 3 conflits, il y en a quelques-uns qu'on peut citer. D'abord, on a une attitude à la guerre des chefs qui est extraordinaire, avec une particularité française qu'on ne trouve pas dans les autres pays, qui est que les généraux français se bouffent le nez, même quand les Prussiens ou les Allemands sont sur le territoire national. Ça n'existe pas dans les autres pays. Donc ça, je pourrais vous donner de multiples détails, d'échanges de courriers, des généraux qui, en 40, Gamelin et Georges, numéro 1, numéro 2, s'envoient des billets, alors que les Allemands sont déjà en France, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'étendue des prérogatives de l'un et de l'autre. Et on retrouve les mêmes choses en 14, entre notamment Gallieni et Joffre, et en 70, entre Bazaine et MacMahon. Donc, il y a ce truc-là, en France, on adore les chapelles, et on adore se tirer des balles dans le pied tout seul. Donc ça nous coûte quand même très cher. Les 2 autres éléments frappants, c'est que à chaque fois sur ces 3 conflits, alors que, encore une fois, on a des atouts. Qu'est-ce qui nous bat, qu'est-ce qui nous écrase? C'est le rythme. Les Français ne sont pas dans le rythme de la guerre. Nous avons un temps de retard, et le tempo est imposé par l'adversaire. Notamment en 70, parce que les Prussiens ont intégré très tôt le chemin de fer, le télégraphe militaire, l'utilisation des Uhlans dont je vous ai parlé comme capteurs de renseignements pour savoir ce qui se passe, et puis aussi parce qu'il y a une chose assez étrange chez les Allemands, c'est que dans la formation de l'officier allemand, contrairement à l'image que nous avons, il y a pratiquement une formation à la désobéissance. Pierre Servant a pété un câble. Bien sûr, vous n'avez aucune formation d'officier qui va prôner la désobéissance. Mais en fait, dans la formation allemande, à partir des grandes déculottées qu'on a mis aux Prussiens, à partir de 1812-1813, non plutôt, pardon, à Jena notamment, donc c'est de 1806, je ne me trompe pas, les Prussiens ont complètement changé leur mode de formation des officiers. Ils procèdent beaucoup plus par subsidiarité. Subsidiarité, vous connaissez, c'est au cœur de la construction européenne, c'est dans le traité de Maastricht. C'est l'idée que les différents niveaux de responsabilité n'empiètent pas sur les autres. Et qu'on essaye de faire donner toute la puissance à chaque niveau de responsabilité. Dans le commandement allemand, il y a une idée de délégation qui est extrêmement forte et qui fait que des généraux qui sont sur le terrain vont désobéir à des ordres qui viennent de l'arrière s'ils estiment que les renseignements qu'ils ont sur le dispositif français rendent caducs les ordres qui sont arrivés derrière. Et ça va jusqu'à Rommel et Guderian, mais surtout Rommel, qui est un champion de la désobéissance, ce qui va poser des problèmes aux Britanniques, notamment en Libye pendant l'Africa Corps, parce que les Britanniques, vous savez, ont réussi à avoir les secrets d'Enigma, la machine à crypter les messages allemands. Donc les Britanniques écoutent et décryptent les messages qui viennent de Berlin, donc savent tout des intentions des Allemands, et Montgomery est plusieurs fois battu, parce qu'en fait, il n'a pas encore complètement intégré le fait que Rommel s'assied sur les ordres du Führer, Hitler. Et donc Montgomery prend ses dispositions par rapport aux ordres qui arrivent de Berlin, sauf que Rommel ne fait pas du tout ce que Berlin lui a demandé. Et il a commencé très tôt, il a commencé en 40, ça correspond
à la formation allemande depuis longtemps, alors que du côté français, nous sommes beaucoup plus procéduriers, beaucoup plus lourds, beaucoup plus administratifs. Il y a un témoignage assez terrible, parce que tout ça, moi en tant que Français, ne m'amuse pas du tout, un témoignage terrible d'un dialogue entre un officier de Panzer en 1940 avec Benoît Méchain, qui a été soldat français de 1940, qui deviendra collaborateur après. Et cet officier, Benoît Méchain est un germaniste, il parle parfaitement allemand, et cet officier Panzer allemand qui a enfoncé la France en quelques semaines, qui s'est retrouvé à Dunkerque en 5-6 semaines. Vous imaginez la cavalcade que ça a été pour ces officiers de Panzer qui bouffaient tous les jours de la pervitine qui leur permettait de ne pas dormir pendant 48 heures. Et cet officier de Panzer dit à Benoît Méchain, bon, de temps en temps il fallait quand même descendre, pardonnez-moi, pour pisser, pour mettre quand même de l'essence dans les véhicules, pour se reconditionner, manger, dormir quand même quelques minutes, même si on mangeait des médicaments pour ne pas dormir. Et donc, tout ce que, comment dirais-je, dans ce cadre de figure, les militaires très souvent vont voir ce qu'il y a dans les véhicules adverses, hein, histoire de ramener quelque chose. Et là, il ne manquait pas de matériel, puisqu'il y avait énormément de matériel français qui était détruit, abandonné sur les routes, notamment parce que l'avance avait été tellement forte que vous avez des régiments entiers qui s'étaient rendus, donc le matériel était sur le côté de la route. Donc les Allemands allaient piquer ce qu'ils pouvaient ramasser, une arme, un casque, tout ça. Et cet officier de Panzer dit à Benoît Méchain, vous n'imaginez pas combien de fois, en soulevant les ridelles des camions, on tombait sur du papier. Vous nous avez fait une guerre de papier. Nous avons fait la guerre. Donc ça, c'est un peu le problème français, c'est ce goût pour l'administration, les pesanteurs, etc. Et donc, sans trop m'étendre, encore une fois, parce que ça mériterait une conférence à elle toute seule, nous avons été battus parce que nous étions sous la vague, asphyxiés, à chaque fois, un temps de retard. Quand Weygand prend le manche derrière la main, c'est trop tard. Hein, les communications ne sont pas en place, il est dépendant des PTT pour avoir les lignes de communication avec ses généraux, quand les Allemands sont déjà, eux, dans les unités blindées, y compris entre blindés et Stuka, et avions de bombardement, sont reliés, communiquent ensemble. Dans l'armée allemande, les généraux sont devant, dans des petits véhicules de commandement avec les transmissions. En France, les généraux sont à l'arrière, pas par lâcheté, mais parce qu'ils pensent rejouer une guerre du type 14-18, très très plantée. Donc on n'est pas dans le vif, et ça c'est un vrai problème. Et donc ça me conduit à aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'on est aussi plan-plan, procédurier, etc. Ben non, on ne l'est pas, parce que si on l'était, on aurait pris des culottés dans les dernières opérations, même si encore une fois, vous voyez bien qu'on n'est pas dans des configurations semblables, on n'a pas déclaré la guerre à la Bosnie, ni au Kosovo, ni à l'Afghanistan. C'est à chaque fois des situations assez compliquées, mi-guerre, mi-paix. Vous avez vu que sur l'Afghanistan, les autorités françaises ont dû attendre la mort de 10 soldats au combat à Ouzbin au mois d'août 2008 pour commencer à dire, bon, ce qui se passe là-bas, ça ressemble quand même furieusement à la guerre. Ça s'était déjà passé pour l'Algérie, hein, qui ne pouvait pas être une guerre, puisque c'était 3 départements français, donc on ne peut pas faire la guerre en France, mais donc c'était des opérations de pacification. On a mis beaucoup de temps avant de parler de la guerre d'Algérie, donc là on a mis du temps avant de parler de la guerre d'Afghanistan, même si on rentrait pas mal de morts. Donc encore une fois, configuration très différente. Mais qu'est-ce qui me frappe, moi, en 2011 et 2013 ? 2011, pourquoi ? Parce que la France est engagée sur 3 théâtres importants. L'Afghanistan, depuis 2002. La Côte d'Ivoire, crise très brève, vous savez, élection, le président Gbagbo refuse le résultat, il est battu dans les urnes. Le président Ouattara est isolé, la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest, comme à son habitude, temporise, menace verbalement, a pas un soldat qui tient la route à mettre en face de Gbagbo, qui sème la terreur à travers la Côte d'Ivoire. Vous avez les malheureux soldats de l'ONUCI, les forces de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, qui sont retranchés à quelques endroits sans pouvoir beaucoup bouger. Et à un moment, à la fois le secrétaire général de l'ONU et puis le président Ouattara disent à la France, aux soldats licorne, ça serait sympa si vous faisiez quelque chose. Bien. Afghanistan, Côte d'Ivoire, la Libye, je pense que vous avez cette guerre en tête, 6 mois de combat, quasiment exclusivement aérienne pour les Français, les Britanniques, les quelques alliés que nous avions autour de nous, avec des opérations, alors je vais dire inavouables, elles ne sont pas inavouables parce que
sont tout à fait conformes à ce que font les forces spéciales sur les théâtres d'opération, mais la France ne communique jamais sur ce que ces forces spéciales fait en opération, mais il y a eu des opérations de forces spéciales, et il y a eu des livraisons d'armes facilitées par la France auprès des insurgés, de façon à ce qu'ils puissent prendre la main sur les troupes de Kadhafi, qui évidemment jouaient ce qu'on joue d'habitude dans ces guerres, à savoir le fait de se planquer dans les villes, de se mettre au plus près de la population pour éviter d'être frappé, notamment par l'arme aérienne, qui offrait à la France et à ses alliés une forte supériorité. Donc, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Libye, aujourd'hui le Mali, que vous avez, on est en train de... Qu'est-ce qui est frappant pour moi sur ces conflits très différents, c'est que pour le coup, c'est la France, soit seule, soit avec ses alliés, mais c'est la France qui parvient à imposer son tempo et son rythme de guerre à l'adversaire, grosso modo. L'Afghanistan, je fais un bémol parce que c'est un conflit où il y avait 47 pays engagés, et le leadership en Afghanistan, c'est les Américains. Donc c'est pas nous qui donnions, je dirais, le là en Afghanistan. Mais dans les autres conflits, par rapport à l'évolution des opérations sur le terrain, la façon dont la France monte en puissance, d'abord pour la Libye en mettant des sous-marins nucléaires d'attaque qui ont des capacités d'écoute de façon à recueillir du renseignement. Le renseignement, c'est très important pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Après, vous avez les frappes aériennes, vous savez, sur Benghazi, ce sont des avions qui viennent de France. On n'a pas... on les fait partir de Cazo. Et puis après, l'intervention des hélicoptères de combat de l'ALAT, de l'armée de terre. Donc la France monte en puissance avec ses alliés, puis après au sol. Mais finalement, une chose qui permet d'aboutir à un succès militaire, après, les questions peuvent rester ouvertes sur le plan diplomatique ou politique, c'est parce que la France a la main avec ses alliés, et à chaque fois, je dirais, son action permet d'asphyxier l'adversaire qui cherche à contourner la puissance de feu qui est en face, en se mettant auprès des populations, les prenant en otage, essayant de monter aussi, c'est une caractéristique des guerres asymétriques, des opérations de manœuvres médiatiques, notamment en essayant de faire croire que des enfants ont été tués dans tel ou tel type d'opération. Ça, c'est un classique de ces conflits, ce qui ne veut pas dire que ça ne se passe pas, parce que c'est effectivement compliqué de mener des combats en milieu urbain, avec en face des combattants insurgés, terroristes, selon la terminologie que vous voulez, qui va utiliser la population civile comme outil. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pareil, alors que tout le monde disait à la France de ne pas y aller, que ça allait être un bain de sang dans Abidjan, la France a pris le taureau par les cornes, a aidé l'ONUCI, les forces de l'ONU, dans le combat contre les groupes de Gbagbo qui avaient semé la terreur dans Abidjan, et ça a permis l'arrestation, non pas par les Français, mais par les troupes de Ouattara, c'était important, du président Gbagbo, qui est aujourd'hui déféré au tribunal pénal international, et c'est le président Ouattara qui a pris la place. Et là aussi, c'est le fait de prendre ascendant, d'imposer son rythme, et de ne pas être dans la main de l'adversaire qui a permis ce succès. Sur le Mali, c'est très frappant pour moi aussi, j'ai même presque été surpris de la détermination dès le départ. Vous savez ce qui se passe au Mali, depuis pratiquement un an, le pays est coupé en deux, et au nord, vous avez AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont le noyau dur est un noyau dur d'Algériens, hein, qui ont quitté l'Algérie il y a une dizaine d'années, après la guerre civile de 10 ans, qui a fait à peu près 200 000 morts en Algérie, tous des musulmans. Et donc, à la suite de ces combats, vous avez un reliquat de combattants qui appartenaient à l'époque à un groupe qui s'appelait le GSPC, groupe salafiste de prédication et de combat. Ça, c'est un très bon nom. Et après, ils se sont fait appeler AQMI parce que c'était plus rock'n'roll. Mais GSPC, pourquoi c'est un très bon nom? Parce que c'est celui qui affiche le mieux la couleur par rapport au mouvement djihadiste, terroriste, radical. Groupe, ce sont des groupes de combat. Salafistes, ce sont les sunnites intégristes, ce sont des sunnites radicaux qui haïssent aussi bien les chiites que les chrétiens, que le grand Satan américain ou le petit Satan français, groupe salafiste, de prédication. Donc ils servent Dieu et ils prêchent le djihad, donc c'est un groupe à inspiration religieuse,
de prédication et de combat, c'est ou tu te convertis ou je te tue. Donc c'est vraiment une dénomination très claire. Après, ils se sont transformés en AQMI, ils ont fait allégeance à Ben Laden, qui lui se trouvait à l'époque au Pakistan, avant d'être tué par les Américains. Et ce petit groupe, 200, 300 combattants, descendus de l'Algérie après avoir été étriés, s'installent dans la zone du Sahel, notamment au Mali, parce que ce sont des zones qui sont abandonnées par les États centraux, beaucoup de pauvreté, et ils ont commencé à faire un business à partir des rançons récupérées sur tous les touristes qu'ils ont pu capturer dans cette zone. Ils se sont fait un trésor de guerre absolument énorme, et dans la zone, ils ont, notamment après la chute de Kadhafi, remplacé Kadhafi, qui lui donnait pas mal d'argent aux Touaregs, aux différents groupes. Vous aviez beaucoup de Touaregs dans la garde rapprochée de Kadhafi. Donc Kadhafi est à la fois un dictateur, un personnage épouvantable, et en même temps, par l'argent, par sa volonté d'être un peu le pape de l'Afrique, c'est son ambition, il portait souvent sur ses uniformes de clown le logo du continent africain, pour montrer que c'était lui le père de l'Afrique. Et après sa disparition, les AQMI a remplacé, je dirais, les fonds de Kadhafi pour aller dans les villages, aider les populations, marier certains de ces combattants d'AQMI algériens avec des familles locales de façon à s'implanter. Et ce groupe de pelés et trois tondus, il y a 10 ans, est parvenu progressivement à nouer des alliances avec des groupes de rébellion ou d'indépendance, des groupes qui se sont radicalisés sur le plan religieux dans la zone Mali. Et il y a maintenant plus d'1 an, donc le Nord Mali, c'est-à-dire une fois et demie la France, était sous la coupe donc, de ces différents groupes dans lesquels vous aviez à la fois des djihadistes étrangers, des rebelles locaux, des mafieux qui trouvaient sympa, je dirais, d'enrober leur trafic de drogue, d'armes, d'essence, de munitions, etc., d'un Stempel halal, si je puis dire, donc d'un Stempel religieux musulman djihadiste. Et donc tous ces groupes informels, mais quand même sous l'influence d'AQMI, ont décidé le 10 janvier donc, de former 2 colonnes d'assaut. C'est la technique des réseaux, qui est très connue dans cette zone. C'est des assauts qui étaient conduits jadis à dos de, je me trompe toujours entre les dromadaires et les chameaux, je pense que c'était les dromadaires. La dromadaire. Et donc vous prenez une colonne, c'est un peu Laurence d'Arabie, vous avez vu le film, hein, on prend 50 gars déterminés, vous les montez sur le dromadaire, vous foncez dans le dos des Turcs et vous arrivez à faire tomber des défenses solides. Donc là, c'est ce qui s'est passé au début de cette année, et le gouvernement de Bamako, un gouvernement transitoire, je vous passe les détails parce que c'est quand même un sacré pulse compliqué, mais grosso modo, la communauté internationale et le gouvernement de Bamako a demandé à la France d'intervenir. Alors pourquoi la France? Parce que la France était la seule à avoir des forces prépositionnées, c'est-à-dire d'avoir encore des forces dans la zone. Tchad, avion de combat, Mirage, Rafale, Côte d'Ivoire, Dakar, Burkina Faso, des forces spéciales, ainsi qu'en Mauritanie. Ces forces spéciales sont des commandos, pour faire simple, étant là notamment dans le cadre de la recherche de nos otages, puisque nous avons malheureusement des otages aux mains d'AQMI, et maintenant sans doute aux mains d'un groupe qu'on appelle Boko Haram, qui est au Nigeria, notamment cette famille qui a été enlevée au Cameroun. Et donc la France étant présente, et les djihadistes ayant fait le mauvais calcul que la France n'interviendrait pas militairement, en fait vous avez eu donc le début de la guerre du Mali, donc coup d'arrêt sur ces 2 colonnes qui descendaient au sud de façon à, je dirais, augmenter leurs gains territoriaux et s'enraciner encore plus profondément. Et là, on retrouve la capacité de la France à réagir rapidement, parce qu'elle a un outil qui le permet. Néanmoins, ce qui a beaucoup surpris l'Élysée au début de cette opération, c'est de voir le nombre de matériels français qui sont tombés en panne, parce que certains matériels arrivaient directement d'Afghanistan et étaient usés jusqu'à la corde. Donc c'est là où on est, si vous voulez, vraiment un peu à l'os sur nos possibilités, mais la France, ayant cette culture d'intervention, étant beaucoup intervenue ces dernières années dans ce type de conflit, ayant des forces spéciales, c'est-à-dire des éléments qui ont l'habitude, si vous voulez, de travailler par petits groupes, par petites unités
souvent de nuit, avec des matériels assez sophistiqués pour avoir un effet démultiplicateur, c'est-à-dire une capacité de détruire chez l'adversaire beaucoup plus que ce que le petit nombre qu'il représente permettrait normalement. Donc tous ces éléments-là, plus les frappes aériennes, l'engagement des hélicoptères de combat. Le premier officier tué au combat, c'était un pilote d'hélicoptère des forces spéciales, qui malheureusement est mort. La guerre, c'est comme ça, il a pris une balle de Kalachnikov, il était dans un hélicoptère Gazelle. La balle a traversé le cockpit et lui a tranché l'artère fémorale. Et ce pilote, avec son copilote, en essayant de faire un point de compression, a ramené son hélicoptère sur sa base arrière et en arrivant, il est mort, il était vidé de son sang, donc c'est le premier soldat français à être mort au Mali. Mais donc, intervention très rapide, et donc, par rapport à ce que je vous décrivais des guerres du passé, c'est qu'on a aujourd'hui un outil professionnel, professionnalisé, depuis 1996, puisque les uns et les autres ici, vous ne faites pas votre service militaire parce qu'il a été, non pas supprimé, mais suspendu en 1996, pour passer à une armée professionnelle, ce qui en soi, j'étais au cabinet du ministre de la Défense à l'époque, était très positif, pas la suppression du service militaire, mais le fait de professionnaliser l'armée. Et de ce point de vue-là, par rapport aux défauts qui nous ont fait perdre pas mal de guerres dans le passé, l'anticipation sur l'évolution du paysage stratégique, c'est-à-dire le fait de comprendre qu'aujourd'hui, on risquait d'être surtout confronté à ce type de guerre un peu baroque, un peu bizarre, avec des miliciens, des groupes, des kamikazes, etc. Il fallait qu'on ait un outil militaire très professionnalisé, avec des soldats aguerris, habitués à ce type d'opération, et qu'on ne pouvait pas simplement déployer des régiments d'appelés qui n'étaient pas complètement formatés pour ce type d'opération. En revanche, à titre personnel, ce que j'ai regretté, c'est qu'on ne maintienne pas un service civico-militaire, peut-être de 6 mois, pour les garçons et les filles, vous tous, en tout cas ceux qui sont jeunes depuis moins longtemps que ceux qui sont au premier rang. Et donc, j'ai beaucoup regretté que ça ne soit pas mis en place, parce que je pense que ça fait partie du parcours de citoyen que d'avoir une expérience militaire de base et de toucher un certain nombre de valeurs et de notions à travers cela. Et pour diverses raisons, malgré les modestes efforts au sein du cabinet du ministre de la Défense, ça a été écarté. Mais la bonne chose, encore une fois, c'est cette idée qu'avait Jacques Chirac, président de la République à l'époque, donc de professionnaliser l'armée de façon à faire face aux conflits auxquels on est confronté aujourd'hui. Et derrière cela, une culture de réactivité, des moyens de projection. On a des problèmes parce que souvent on a besoin d'aller demander à des pays partenaires, parce que si vous voulez, les soldats, ça ne se déplace pas comme ça en train, en TGV. Le TGV ne va pas jusqu'à Bamako. Donc il faut, et puis tous les véhicules blindés que vous voyez, légers, les hélicoptères de combat, c'est curieux, mais j'explique souvent ça dans des émissions, les militaires, ça mange et ça boit aussi, si vous voulez, en opération, surtout quand il fait 40 degrés, vous avez plutôt intérêt à boire beaucoup. Voilà, donc il faut aussi derrière tout un flux logistique. Tout ça, ça pèse, et ça ne se transforme pas, ça ne se transporte pas, c'est pas le... c'est comme le rallye Paris-Dakar. Enfin, quand il existait, quand vous voyez les images du Paris-Dakar, même transportées en Amérique latine, vous voyez bien qu'il y a toute une énorme organisation autour. Bon, là c'est un Paris-Dakar un peu particulier, mais il faut aussi toute une grosse organisation autour. Ça coûte cher, il faut du matériel, il faut transporter tout ça, il faut pouvoir aller loin. Vous avez des élongations énormes, hein, puisque le Nord Mali, vous voyez, c'est 1,5 fois la France. Donc c'est pour ça que l'hélicoptère, notamment, est un outil essentiel, et nous sommes relativement pauvres en hélicoptère. Mais pour revenir à mon point sur ces conflits, là, le tempo, la capacité aussi d'entrer en premier, c'était le cas au Mali, c'est-à-dire d'aller directement au contact et au combat. Et sur le Mali, je dois dire que ce qui s'est fait, ce qui se fait encore, est tout à fait remarquable. Je suis en train de préparer un article qui rentrera dans un livre collectif sur un certain nombre de conflits de ces dernières années. Donc évidemment, je suis l'actualité, mais je travaille déjà sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines, comment ça a été construit. Et par rapport à nos défauts du passé, il y a des éléments très intéressants. Le pilotage, si je puis dire, de la guerre au Mali a été assez profondément renouvelé. On me dit que je vais vous expliquer comment ça s'est conçu, quels sont les hommes
hein, qui sont au cœur de la manœuvre. Et en fait, c'est un mode de fonctionnement qu'on n'avait pas vu depuis l'opération de Suez. Alors j'espère que ma liste amènera mieux que Suez 1956. Vous irez voir ça, pas dans mon livre, parce que j'en parle pas, mais dans votre bibliothèque, ici à Sciences Po, ce qui s'est passé en 1956. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du ministre de la Défense, à l'hôtel de Brienne à Paris, notamment pendant tout le début de la guerre au Mali, il y avait 3 fois par jour une réunion de travail autour du ministre de la Défense, et autour de lui, tous ceux qui comptent sur le plan militaire, c'est-à-dire le chef d'état-major des armées ou le sous-chef opération, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment les mains dans la conduite de la guerre au day-to-day, le patron de la direction du renseignement militaire, le patron de la DGSE, les services secrets, ces deux éléments étant très importants, se bouffant parfois le nez, donc là ils étaient à la même table, le patron des forces spéciales, essentiel car ça a été beaucoup, il ne faut pas du tout minorer les forces conventionnelles, c'est-à-dire les forces spéciales, c'est les commandos, ceux dont je vous ai dit qu'ils agissaient généralement par petits groupes, petites unités. Les forces conventionnelles interviennent en unités plus nombreuses, au niveau du bataillon, de ce qu'on appelle un GTI aujourd'hui, enfin je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais donc le patron des forces spéciales était présent également à cette réunion, le ministre avec son environnement, à la fois civil et militaire au niveau du cabinet. Et c'est au sein de ce cénacle-là, 3 fois par jour, qu'étaient préparées les propositions qui remontaient après à l'Élysée au niveau d'un conseil restreint de défense, présidé par le président de la République, chef des armées, avec à ses côtés un général qui s'appelle le général Puga, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République. Depuis la Ve République, encore, il faudrait que je vois, enfin bon, en tout cas, depuis le général de Gaulle, vous avez aux côtés du président de la République une petite structure militaire avec un général et autour de lui des conseillers par armée, et cet officier général est vraiment le conseiller du président de la République, chef des armées, et le CEMA, qui a la responsabilité des opérations, évidemment, dialogue autant qu'il est nécessaire avec le président de la République. Et donc, c'est au sein du conseil restreint, à la vue des éléments qui étaient préparés par ces 3 réunions au ministère de la Défense, que était clairement décidé, bon, coup d'arrêt sur Konna, Diabali, Mopti, c'est-à-dire sur la ligne de fracture entre le nord et le sud au départ, sans attendre, c'est là où on retrouve le sens du tempo, sans attendre, en même temps que étaient frappées les têtes de colonne à cet endroit-là, les opérations déjà de reconquête de Gao et de Tombouctou étaient planifiées et engagées. Et ces opérations de libération de ces villes, engagées, la suivante qui était l'attaque du sanctuaire d'Akmi dans ce fameux Adrar des Ifoghas, tout à fait dans le nord du Mali, l'immense massif donc, qui ressemble un peu à la planète Mars, il y a des zones plates et puis des espèces d'accumulation de rochers. Encore une fois, si vous allez sur Internet ou que vous suivez l'actualité, vous voyez un peu ces paysages assez compliqués. Et là, Acme, depuis 10 ans, a construit un certain nombre de caches, non seulement d'armes, mais des ateliers de fabrication d'explosifs, des pick-up, beaucoup de matériel militaire, beaucoup de munitions, des stocks d'essence, mais également beaucoup de matériel informatique, des GPS, des moyens de prise de vue, des jumelles de vision nocturne, des téléphones satellitaires, etc., etc., etc. Ça veut dire que dans les guerres asymétriques, l'insurgé, il est à la fois rustique, parce qu'il combat souvent dans des conditions difficiles, avec un armement, hein, ils n'ont pas de satellite d'observation, ils n'ont pas d'avion de combat, donc combattant rustique, mais ils surfent sur Internet aussi. Parce que l'action de propagande à travers Internet est un élément extrêmement important. Et par ailleurs, ils ont des moyens de communication très développés, ce qui, entre parenthèses, nous aide aussi, parce que nous avons des systèmes de détection d'écoute qui permettent d'avoir une cartographie. Par exemple, bon, ça je peux vous le raconter, sur la barre des Ifoghas, donc c'est au nord, cette espèce de grand machin. Les forces spéciales montent vers le nord et vous avez déjà depuis plusieurs mois, peut-être plus longtemps, des points qui sont repérés. C'est-à-dire que pour gagner la guerre, vous devez avoir du renseignement
parce que le renseignement, c'est un réducteur d'incertitude. Nous vivons dans un monde militaire incertain. Si vous voulez réduire le champ de l'incertitude, vous devez avoir du renseignement. Et là, c'est vrai qu'un pays comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les nations qui sont développées sur le plan de ces moyens, ont des systèmes, du satellite à l'avion, au drone, même si la France manque de drones, aux moyens humains au sol, moyens d'écoute, infrarouges et autres, on peut arriver à savoir un certain nombre de choses. Donc, un certain nombre de points avaient été repérés dans l'Adrar des IFOGA. Donc, c'est un grand massif montagneux qui faisait 200 km par 200 km, mais à l'intérieur, vous avez des poches, des endroits qui étaient repérés. Et donc, vous avez eu des frappes aériennes systématiques sur différents points qui étaient repérés. Donc, premier point qui est frappé, rien de particulier, et surtout aux écoutes, rien de particulier. Deuxième point frappé, rien de particulier. Troisième point frappé, d'abord énorme explosion. Donc ça, c'est-à-dire que vous avez touché des dépôts de munitions, d'essence, etc. Et tout de suite après l'explosion, énormément de communication. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur zone, vous avez des bons hommes. Et certaines de ces communications partaient vers l'Europe. C'est pour ça que tous ces problèmes nous concernent directement. Je vous en parlerai sur la fin, en conclusion. À ce moment-là, opération force spéciale avec ce qu'on appelle un assaut vertical, c'est-à-dire des shooters opérationnels des forces spéciales qui sont parachutés à très grande hauteur, c'est entre 4000 et 8000 mètres d'altitude, ce qui leur permet de faire une dérive sous voile de 20 à 30 km, ce qui permet d'arriver donc en parachute sur zone sans pouvoir être décelés, car ils ont été parachutés loin de la zone, donc il n'y a aucune possibilité pour les adversaires au sol d'entendre ni les avions, ni même l'ouverture du parachute. Et donc vous avez une pénétration par air, ce qui permet aussi d'éviter les accès minés, parce qu'ils ont récupéré des mines, notamment en Libye. Et donc vous avez cet assaut vertical qui va se faire sur la zone où il y a eu une énorme intensification de communication, qui permet de savoir que les gens sont là. Et là, les combats ont été extrêmement durs. Vous en avez eu à répétition par la suite, notamment avec les Tchadiens, qui ont combattu aux côtés des Français, pas exactement sur les mêmes zones, mais vraiment tout à fait en coordination, et qui ont eu dans un assaut où ils sont partis un peu trop franchement au combat, ils ont eu 23 tués dans quelques minutes, notamment par des tireurs d'élite d'AQMI, balles dans la tête. Et 23 tués et plus de 70 blessés du côté des Tchadiens. Donc les combats ont été extrêmement rudes. Tout ça pour vous dire que la France est allée vite. C'est pour ça aussi qu'à Tombouctou et à Gao, donc qui se trouvent sur la courbe du fleuve Niger, les forces spéciales françaises, notamment, ont trouvé énormément de documents écrits que les djihadistes n'ont pas eu le temps d'embarquer avec eux et qui permettent, pour ce que je peux en savoir, d'avoir beaucoup de renseignements sur l'organisation d'AQMI, les liens avec leur base arrière en Algérie, parce qu'il y a des groupes d'AQMI qui sont encore en Algérie, avec la Libye, avec toute la région, y compris en Tunisie, et puis des documents de doctrine, des documents de manipulation des foules. Par exemple, dans ces documents, Abdelmalek Droukdel, qui est le chef d'AQMI qui se trouve en Algérie, engueulait ses correspondants d'AQMI sur Tombouctou après la destruction des tombeaux des 333 saints de Tombouctou. Alors disant, vous avez commis une erreur, vous mettez la population à dos, il faut y aller doucement pour mettre en place la charia, sinon vous allez vous faire rejeter par la population. Donc vous avez des documents comme cela et bien d'autres, y compris on a découvert des documents, des conseils donnés aux combattants d'AQMI pour éviter d'être repérés soit par les satellites, soit par les moyens infrarouges. Par exemple, mettre une couverture imbibée d'eau sur le moteur de votre bagnole, de façon à limiter l'émanation de chaleur et la capacité de nos capteurs de voir ça, toute une série de choses dont je ne vous donnerai pas le détail, encore que je ne pense pas qu'il y ait un adepte d'AQMI dans la salle. Mais on est dans un monde globalisé, on est dans un monde où la communication fonctionne. Souvent on me demande mais comment ils savent tel ou tel élément. Vous allez sur Internet, vous trouvez énormément de choses. Alors, pour passer à mon troisième point demain, donc vraiment ce sur quoi je voulais insister, c'était que tout n'est pas parfait
hein, dans le fonctionnement de la défense, dans le fonctionnement de l'armée. Il y a encore, notamment l'esprit de chapelle, a été beaucoup réduit par ce qu'on appelle l'interarmée, c'est-à-dire le fait que les trois armées terre-air-mer apprennent beaucoup plus à travailler ensemble. J'ai enseigné à l'école de guerre pendant 20 ans, au collège interarmée de défense, puis à l'école de guerre. Aujourd'hui, dans mes séminaires, les officiers des trois armées, des services sont mélangés, apprennent à se connaître, et dans les opérations, c'est pas possible de faire une action terrestre, puis l'aviateur va faire son truc de son côté, puis le marin va faire de la lutte contre la piraterie maritime, c'est pas possible. Donc c'est intégré. Et par ailleurs, les soldats français, depuis longtemps, sont habitués à travailler aussi en international, au sein de, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, un peu moins. Et donc, il y a quand même plus de souplesse, et la France fonctionne moins dans ce que j'ai appelé dans mon livre l'esprit empire du milieu. Vous savez, la Chine, empire du milieu, les autres sont satellites, je me fous de savoir comment ils font, mais je suis central dans ma pensée. Ça a beaucoup nuit à la France, l'idée de penser qu'elle était seule. Donc ces soldats sont habitués à faire ça, et donc ça donne des très bons résultats. Et là, encore une fois, sur des opérations différentes, capacité d'adaptation, souplesse de l'outil, motivation des militaires engagés, et de leur part, acceptation de la mort, contrairement à notre société. Quand vous voyez qu'il y a des plaintes qui sont déposées, des juges d'instruction qui vont enquêter sur la mort de soldats français en Afghanistan, j'aimerais suivre le juge d'instruction quand il va aller voir les talibans pour leur demander à quelle vitesse roulait le convoi français quand il a heurté celui des talibans. Bon, je ferme la parenthèse, je me suis beaucoup exprimé dans les médias là-dessus, et ça c'est un peu le problème de nos sociétés qui ont évacué le problème de la mort, et sociétés qui ont tendance à considérer qu'un soldat qui meurt au combat est une victime. Je peux vous assurer que ça les rend dingues. Ce ne sont pas des victimes. Moi, modestement, à mon niveau, j'ai fait quelques opérations extérieures. J'ai fait à chaque fois une lettre d'adieu pour mon épouse et mes 4 enfants, que j'ai donc déchiré en rentrant. Voilà, ça fait partie du job. Si vous le faites avec ce risque-là. Alors, je le faisais parce que ça me... on ne sait jamais, mais on n'est pas en 14 où vous aviez des journées à 10 000 morts. On n'est pas en 14 avec des journées à 10 000 morts. Néanmoins, ce sont des combats rudes, avec des blessures psychiques. Là, quand vous avez des combattants dans le Nord Mali, français, qui sont en contact avec des djihadistes, combat de roche, ça se termine par à la grenade, et dans la grotte, il ne se passe plus rien. Et donc les soldats français bivouaquent pour la nuit là, et ils sont réveillés à 7 h du matin, parce qu'en fait, il restait un survivant dans le groupe djihadiste qui sort à la calache et qui arrose les soldats français. Heureusement, bon, ils tiraient mal, les Français tiraient bien. Mais voilà, si vous voulez, il faut vivre ça. L'autre truc traumatisant pour les soldats français, c'est que les djihadistes ont enrôlé énormément de jeunes souvent drogués, des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc si vous voulez, c'est dur quand après un affrontement, vous allez au résultat, comme on dit, de trouver des gosses qui sont tués. Donc tout ça, ça n'est pas neutre. Et dites-vous bien que la grande majorité des soldats français qui combattent là-bas, ils ont votre âge. Ils ont votre âge. Alors, dernier point rapidement, je suis au point de vue timing là, mais c'est bon? Bon, alors je vais boire un coup alors. Alors, je vais aborder mon troisième et dernier point, qui est, bon, moi ce qui m'intéresse dans les livres que j'écris, dans ce que je peux faire dans les médias, c'est, modestement, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, mais d'essayer quand même d'anticiper. Je crois à l'importance de l'anticipation, même dans des mondes incertains. Regardez ce qui s'est passé ces dernières années, on n'a pas vu venir le 11 septembre, bien évidemment. L'idée d'avoir 3000 morts civils en centre-ville sans déclaration de guerre, pour un pays comme les États-Unis qui vivait avec le concept du zéro mort militaire, ça fait chaud derrière la tête. Ça les a d'ailleurs conduits à faire une énorme
bêtise pour ne pas utiliser un mot plus net, qui était la guerre d'Irak. Mais on n'avait pas, non seulement on n'avait pas vu, enfin on n'avait pas pu imaginer le 11 septembre, et on m'a raconté que quelques temps avant le 11 septembre, la ville de New York, qui organise régulièrement des exercices de crise, avait repoussé un scénario de crise qui permet justement de mobiliser les pompiers, les services, des trucs assez classiques dans les grandes villes. Vous pouvez faire ça dans le métro, à la suite d'attaques simulées, comme dans le métro de Tokyo, avec du gaz sarin ou des choses comme ça, donc c'est un grand classique. La mairie de New York a repoussé un scénario dans lequel il y avait un avion, alors je ne sais pas si c'était terroriste ou accident, mais un avion digne qui se crachait sur downtown, sur le centre-ville de Washington. Le gars qui avait inventé ça s'était inspiré de ce qui s'était passé en France avec l'affaire de Marignane, où un avion détourné par des gens du GIA, groupe islamique armé, ancêtre du GSPC, ancêtre d'ATMI, avait détourné un avion en Algérie avec l'objectif de le cracher sur l'Elysée. Ce scénario a été perçu par la municipalité de New York comme étant complètement fou. On va dire, attends, vous, là, les scénaristes, vous faites plaisir en inventant ça. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé le 11 septembre, il y a eu suffisamment d'images. On n'a pas vu. Les printemps arabes, pas vu. Donc, mais je fais reproche à personne. Hein, moi, je ne suis pas un spécialiste du monde arabe, mais tous ceux que je connais, aussi bien diplomates que journalistes, intellectuels, personne n'a vu arriver les printemps arabes. C'est arrivé et c'est un élément structurant aujourd'hui des problèmes de sécurité et des problèmes stratégiques qui sont posés à notre pays. La bascule de l'Afrique vers un islam radical et terroriste. Là aussi, c'est pas tellement vu, ça n'est pas encore joué complètement, mais dans des pays africains, ou dans nombre de ces pays, y compris au Mali, l'islam est plutôt un islam très, très mesuré. Par exemple, les Touaregs musulmans sont réputés pour être extrêmement ouverts aux autres religions, vivre tout à fait en paix, emmener des groupes chrétiens prier du côté de la Drare des Ifoghas, ça ne posait aucun problème il y a quelques années. Donc on n'a pas vu complètement venir, sauf peut-être la France pour AQMI, ça j'en suis témoin, notamment parce qu'on a mis des forces spéciales en Mauritanie, le général Georges Lint avait fait ça il y a 4 ans, en anticipant le risque de déstabilisation de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la gangrène d'AQMI, je leur dirai quelques mots, dans l'ensemble de la zone, c'est assez préoccupant. On ne l'a pas vu venir non plus. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment dans un monde incertain. Alors je ne voudrais pas trop vous plomber le moral, parce que je trouve que dans l'ensemble, on vous plombe, vous, la jeune génération, ceux qui allaient faire la France de demain, on vous plombe quand même sacrément le moral avec la crise, avec pas d'emploi, etc. Alors que je suis convaincu que vous nous surprendrez, vous inventerez des choses nouvelles. Et moi j'ai fait Sciences Po il y a bien longtemps. J'ai 2 de mes enfants sur 4 qui ont fait Sciences Po. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. On ne partait pas 1 an à l'étranger, etc. Donc beaucoup de choses changent. Mais en même temps, je trouve que c'est important d'avoir un peu une vision des risques, même si le pire n'est jamais certain. Alors, comme j'essaie d'anticiper, de regarder ce qui se passe, le phénomène majeur pour moi, ce sont les printemps arabes. Les printemps arabes, c'est au départ une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui a en grande partie sous-tendu les printemps arabes, Égypte, Tunisie, on oublie l'Iran, mais il y a eu un début, une tentative de printemps iranien après le trucage des élections par le président Ahmadinejad. Et puis vous avez eu des débuts de printemps en Jordanie, au Maroc, etc. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ce qui sous-tendait ces révolutions au départ, c'est une très mauvaise nouvelle pour Al-Qaïda. Parce que les revendications sont exactement le contraire de ce que Al-Qaïda revendique en termes d'asservissement de la femme, d'implication de la charia, de refus de l'altérité. Tu es différent de moi, je te tue ou tu te convertis à moi. Tout ce qui a sous-tendu les printemps arabes, c'est véritablement une gifle au terreau d'Al-Qaïda, à la démarche d'Al-Qaïda. C'est une bonne nouvelle.
Quel est le problème? J'espère que vous faites tous beaucoup d'études d'histoire. Si vous étudiez l'histoire des processus révolutionnaires, ceux qui commencent la révolution ne sont pas ceux qui la terminent et qui la récupèrent. La révolution russe, vous savez qu'il y a deux révolutions russes en 1917, il y en a une première qui est social-démocrate avec Kerensky, qui prend le pouvoir derrière, les plus minoritaires, les plus brutaux, les plus radicaux, les plus immoraux des bolcheviks, qui récupèrent la révolution russe, qui l'arrachent des mains des sociodémocrates. On pourrait dire la même chose de la Révolution française, bourgeoise dans un premier temps, extrémiste dans un deuxième temps. Et c'est quand même un peu ce que je commence à voir, à savoir que qui est au pouvoir aujourd'hui en Égypte et en Tunisie, ce sont les frères musulmans. Alors sur les frères musulmans, il y a beaucoup de débats entre experts, entre nous, on n'est pas d'accord sur l'analyse sur les frères musulmans, qui est une force politique, organisée, qui a vécu dans la clandestinité pendant très longtemps, et qui ayant été écrasés par les différentes dictatures de ces pays-là, a développé énormément de liens dans le social. Ils ont fait de l'islamo-social. Sur fond de défaillance des États, qui sont la plupart d'entre eux des États corrompus. C'est une donnée marotte, qui n'est pas politiquement correcte, mais moi je souhaite qu'on interroge un jour tous ces pays qui sont indépendants depuis 60 ans pour savoir ce qu'ils ont fait de leur indépendance. Bon, c'est une parenthèse que je mets de côté, parce que toute cette zone est corrompue jusqu'à la moelle, et donc évidemment, le fait d'avoir à l'intérieur de ces États, s'investissant peu dans le social, dans le soutien à la population, d'autres forces qui l'ont fait, quand il y a eu les élections, ces forces, donc des frères musulmans, sont parvenus à se retrouver au pouvoir. Alors, force modérée, pour l'instant, moi je crains que leur objectif soit à terme, mais politiquement, de façon beaucoup plus à droite, le même but finalement que Al-Qaïda, c'est-à-dire des régimes, des républiques islamiques radicales. Là aussi, rappelons-nous, la 79, la révolution iranienne, qui est une révolution dans laquelle vous avez des communistes, des laïcs, des ayatollahs, etc. Les premiers exécutés, c'est les généraux, c'est les proches du Shah. Les seconds, c'est tout ce qui n'était pas ayatollah. Les communistes ont participé au combat, etc., ils ont été exécutés. Les démocrates, laïcs, exécutés, etc. Donc, j'ai un peu du souci. Alors, j'espère que ces révolutions arabes, ces printemps, que les forces démocratiques qui existent, vous avez dans ces pays, en Égypte, en Tunisie, ailleurs, une partie de la population qui ne veut pas de l'islam, qui ne veut pas du voile, qui ne veut pas de la charia, etc., qui se battent, qui sont au combat aujourd'hui. C'est des vrais combats démocratiques très très forts. J'espère qu'ils vont tenir, qu'on va pouvoir les aider. Là où je suis préoccupé, c'est qu'évidemment nous sommes dans une crise économique majeure, que nous pouvons peu les aider, que le travail d'Al-Qaïda permet de bousiller ce qui apportait de l'argent, à savoir le tourisme. Vous imaginez le Cameroun, cette zone du Nord Cameroun qui est extraordinaire, vous n'avez plus un touriste depuis l'enlèvement des Français. Et c'est pareil partout. Les Touaregs du Nord, vous aviez le pays d'Ogon, un truc extraordinaire, il y a des centaines, des milliers de touristes qui allaient là-bas. Et l'argent qui était donné par les touristes permettait de faire vivre, mais surtout les échanges, le fait de se voir, de se parler. Tout ça est en train de se casser. Donc ma crainte, c'est que ces révolutions, si vous voulez, se radicalisent, et qui reprend la main quand ça va très mal? Les plus radicaux. Ceux qui disent, mais regardez, vous êtes amusés avec ces trucs démocratiques, mais il n'y a pas d'autre solution que Dieu. Le Dieu, notre Dieu à nous, les salafistes. Là, tu t'es trompé, ça. Et ma préoccupation vient du fait que vous avez aujourd'hui, chez les jeunes, 60-70% de la population de ces pays, ces jeunes qui souvent sont des laissés pour compte, se retrouvent dans des camps de réfugiés, ces jeunes-là, que je retrouve aujourd'hui dans les combattants d'AQMI, morts ou capturés, ils sont sensibles à ce discours. Et donc ma préoccupation pour demain, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, ça sera à vous de vous occuper de ça. Si ça tourne mal, ma crainte, c'est la conjonction de 3 mouvements. Et tout ça, c'est chez nous. Quand je dis chez nous, c'est que la Méditerranée étant un lac, pour nous, Français, Européens, et dans la mesure où nous avons énormément de communautés de tous ces pays chez nous, qui vivent en paix, etc. Et vous savez, 40 Mohamed Merah en France, ça fait du dégât, 40. C'est
c'est pas 10 000, c'est pas 10 régiments, 50. Donc ma crainte, elle est dans la conjonction de trois choses. La poussée du djihadisme terroriste façon AQMI, et de ce point de vue-là, ce qu'a fait la France, notamment en allant très loin, en cassant ce qu'on a appelé le donjon d'AQMI dans la gare des Ifoghas, la France a fait un boulot extraordinaire, seule, avec les Tchadiens, quelques troupes Touareg, etc., mais seule par rapport aux Européens. Vous qui êtes à Strasbourg, que nos amis européens se réveillent. Bien, donc la France a fait œuvre utile en cassant les reins d'AQMI. Mais c'est un long, long boulot, parce qu'il y a des métastases dans toute la zone. Vous savez que les prochains objectifs d'AQMI, c'était au Sénégal, parce qu'il y a plein de Français au Sénégal. Bien. Donc c'est un problème durable. Mais ma crainte, c'est la rencontre entre ce djihadisme terroriste, actif, prêt à mourir, pour sa cause, prêt à mourir, une dérive de l'islamisme politique des frères musulmans, c'est-à-dire face à la difficulté, la tentation de la radicalisation, avec éventuellement un rapprochement avec le djihadisme, le terrorisme, qui a l'habitude du combat, de la clandestinité, des attentats kamikazes et de l'action psychologique. Ces deux mouvements, avec un troisième, qui sont ces jeunes, toutes ces masses de jeunes, paumés, et qui visiblement, c'est quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est étonnant, mais je le constate, qui sont séduits par un discours religieux radical, disant, mais tu vois, on t'a baladé de l'indépendance, la démocratie, machin, résultat, tu pourris dans ton trou, etc. Viens chez nous, tu trouveras un idéal, tu trouveras des gens de qualité. Et c'est vrai que malheureusement, au combat, c'est vrai en Syrie aujourd'hui, ceux qui se battent le mieux, le plus, c'est des gars qui sont de la mouvance d'AQMI. Ils y vont, ils meurent. Bon, donc ça fait des exemples. Et donc, si demain, dans 10 ans, 20 ans, vous avez une conjonction de ces trois mouvements, tout ça au sud de l'Europe et de la France, on sera très mal. Et on sera très mal. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, en dehors de la France et de la Grande-Bretagne, a sacrifié depuis des décennies sa défense. C'est pour ça que vous n'avez pas vraiment de politique de défense européenne. C'est pour ça que vous n'avez pas de volonté d'engagement. Et donc, ce qui risque de se passer demain pour l'Europe, c'est ce qui s'est passé pour la France en 1940. On a repoussé les problèmes, on n'a pas voulu les voir, on s'est dit la ligne Maginot c'est génial, et c'est vrai que c'était génial, c'est un truc remarquable, je défends toujours la ligne Maginot. Sauf qu'il manquait un bout, et sauf qu'il manquait un corps mobile pour pouvoir intervenir devant. Voilà. Mais sinon, c'est un truc fantastique. C'est vraiment la quintessence de ce que la France pouvait faire de mieux en termes d'ingéniosité et de travail d'ingénieur. Absolument incroyable. Eh bien, demain, donc si nous n'y prenons pas garde, si on ne se réveille pas, si on continue à tailler dans les budgets de la défense, moins 50% pour le budget français de la défense depuis 1966, sur ces 10 dernières années, les Chinois ont augmenté leur budget défense, leur budget militaire de 190%. Donc si vous voulez, il y a un moment, quand il y a des grandes tensions, des grandes difficultés, si certains sont vraiment tentés par l'action terroriste, l'action de guerre, on risque d'avoir quelques difficultés. Et encore, pour terminer sur une note, encore une fois, optimiste, plus optimiste, d'abord le président de la République a été plutôt rassurant sur l'avenir du budget de la défense. Encore, je me méfie toujours des gens de Bercy, j'ai connu ça au ministère. Ça a très très bien récupéré d'un côté ce que le président de la République leur refuse d'un autre. Et puis nous avons encore un outil militaire solide, des militaires qui sont solides aussi, pour faire face à des combats qui sont des engagements qui sont difficiles, qui sont durs psychologiquement, qui sont moins meurtriers encore une fois qu'en 14-18 ou même pendant la campagne de 39-40, mais qui sont perturbants et surtout qui s'appuient, si vous voulez, sur des problématiques psychologiques d'êtres humains qui sont totalement à l'opposé de ce que nous vivons dans nos sociétés. C'est très très bien, je me félicite qu'on vive en paix, qu'on soit tranquille, etc. Mais nous sommes dans des sociétés hédonistes, hyper individualistes, dominées par le triptyque que j'ai condamné dans un autre de mes livres qui s'appelle La trahison des médias, qui est le lacrymal, l'émotionnel et le compassionnel. J'ai rien contre le fait d'avoir la compassion, rien le fait contre avoir l'émotion, mais quand on traite tous les sujets à partir de ça ou de la dérision, on n'est pas complètement préparé à recevoir le choc
de ces gugus illuminés qui se retrouvent aujourd'hui pas trop éloignés de nous. Voilà donc ce que je voulais vous partager ce soir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Savant. On va passer à une sorte de questions. Je vais d'abord vous en préciser. Première précision, on n'a pas de micro, donc vous allez devoir parler un peu fort. Désolé. La première question que je vais vous poser, M. Savant, c'est, à la fin, vous avez un peu parlé des coûts budgétaires et du budget de la défense, et donc avec le livre blanc que vous avez aussi évoqué, qui paraîtra dans quelques semaines. Ma question c'est, quelle est notre marge de manœuvre dans ce contexte de coûts budgétaires, de crise, etc., pour maintenir nos engagements et pour être à la hauteur de nos ambitions pour ce qui est de défense. Merci. Alors, honnêtement, il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire à la défense. J'ai fait plusieurs émissions ces dernières semaines. Je m'inscris en faux contre le raisonnement en disant il faut que la défense participe comme les autres ministères à l'effort de réduction des dépenses publiques, etc. Ça, c'est une vraie sottise. Ça fait des années que la défense seule le fait. En 2008, Nicolas Sarkozy a engagé une réduction des effectifs militaires français, militaires et une partie civile de la défense, de 53 000 personnels. Vous imaginez les tonnes de croissants qu'Arnaud Montebourg devrait déverser devant les casernes pour la suppression de 53 000 postes. 53 000 postes. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, on a cessé, y compris, je l'ai vécu en 1995 quand on était au ministère de la Défense, nous n'avons cessé tout au long de ces années de baisser le budget de la défense, de diminuer les effectifs. La France est devenue un désert militaire sur une partie de son territoire, donc on ne peut pas continuer. Et heureusement, si ce que dit le président est vraiment acté, le président lui-même a convenu, en ayant vu en plus au Mali à la fois la qualité et la fragilité de l'outil français, qu'on ne pouvait pas continuer. Donc on ne peut pas continuer à réduire le budget, ça n'est pas possible. Pourquoi ? La défense, l'armée française, c'est quoi aujourd'hui? Pour prendre une image, je dirais que c'est un bateau, une image assez facile, bon, c'est un bateau, fonctionne bien, encore assez manœuvrier, souple, à cause de ce que je vous ai expliqué, avec sur ce bateau des armements, il y a des armements de très grande qualité, l'hélicoptère Tigre de combat, formidable, le canon César qui tire à 40 km avec une précision métrique, c'est aussi quelque chose de pas mal. Les hélicoptères de manœuvre Caracal, il y en a pas assez, c'est très bien. Vous avez des bâtiments, des frégates de qualité, les Sénat, le véhicule blindé de combat d'infanterie de l'armée de terre. Donc, je ne peux pas faire un grand vue de détail. Il y a des trucs bien. Il y a des trucs bien, du matériel bien. Voilà. Même si à une époque, pour préserver ces grands programmes, on a tapé sur les petits. Ça veut dire quoi taper sur les petits? Ça veut dire qu'on a eu pas mal, on a eu un certain nombre de soldats français sur VAB, véhicules de l'avant blindés, qui se sont fait flinguer, parce que pour servir leur mitrailleuse, leur corps était hors du véhicule. Pourquoi? Parce que le programme permettant de tirer de l'intérieur avait été scratché, parce que c'était des petits montants, ça se voit moins. Donc on l'a remis en place, notamment c'est le général Cuche, qui a poussé un coup de gueule, on l'a remis en place, et donc aujourd'hui, le tireur tire avec sa mitrailleuse, téléopère à partir de l'intérieur. Donc, bateau qui fonctionne bien, du bon matériel, un équipage qui est motivé, qui est jeune. La professionnalisation implique un turnover important, donc c'est une armée jeune, mais c'est un bateau dans lequel il y a déjà des trous, où à certains endroits dans la coque, il n'y a plus grand-chose. Grande faiblesse sur les avions ravitailleurs. C'est-à-dire, pour pouvoir aller loin, les avions doivent être refuelés, c'est-à-dire refaire le plein, si vous voulez, dans les airs. Il faut des avions pour le faire. Problème sur les avions de transport stratégique. On a la 400M qui va arriver, sauf qu'on ne cesse de réduire, les Européens ne cessent de réduire les cibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des avions de transport qui sont 2 fois plus vieux que le pilote. C'est embêtant, c'est vrai pour les gazelles.
Le fait de tirer en longueur des vieux matériels, qui sont pas mal, ça coûte la peau des fesses en entretien. Sachant que par ailleurs, les nouveaux matériels coûtent beaucoup plus cher que les anciens, parce qu'ils sont très riches en informatique et en moyens technologiques. Le Rafale coûte en entretien 2 fois plus cher que le Mirage. L'hélicoptère Tigre doit coûter 4 ou 5 fois plus cher que la Gazelle. Sachant que la Gazelle elle-même, qu'on tire en longueur, elle coûtait très très cher en entretien. Donc vous avez toutes ces fragilités dans le bateau. On a un problème de drones, très peu de drones. Nous n'avons pas de drones armés. Il faut qu'on finance la cyberguerre, qui est la guerre de demain, c'est la dématérialisation de la guerre. Les Américains et les Israéliens bousillent régulièrement une partie du programme nucléaire iranien uniquement à partir de virus informatiques, qui sont introduits dans des systèmes russes de maintenance, et les Russes faisant la maintenance des systèmes iraniens, sans le savoir, introduisent le virus dans le système informatique et détruisent une partie, enfin retardent le programme iranien. Il faut développer ça. Nous avons ces dernières années abandonné complètement certains types de matériel. On a fait des impasses. Par exemple, il y avait jadis un missile qui s'appelait le missile Martel. Alors le Martel, il était très utile. Quand vous rentrez en guerre contre la Libye au départ, le b.a.-ba du métier, c'est qu'il faut d'abord couper toutes les communications de l'adversaire, et il faut détruire tous ces systèmes de radar qui permettent de faire l'acquisition de nos avions, et donc de mettre en œuvre des batteries de missiles sol-air qui vont détruire nos avions. Donc il faut détruire ces radars de façon à rendre aveugle la défense adverse. C'est un truc très très simple. Le Martel avait une immense qualité, c'est que quand il était tiré, sa fréquence était calée sur la fréquence du radar, et en fait le radar, sans le savoir, l'avalait comme une fleur attire un papillon ou une abeille. Sauf que ce n'était pas une abeille, c'était un missile qui bousillait. Bon. On n'a plus de Martel. Donc ce qui fait qu'en Libye, c'est les Britanniques qui en avaient encore, qui les ont traités, ou alors on est obligé de tirer des bombes guidées laser beaucoup plus lourdes, qui coûtent très cher, beaucoup plus cher que le Martel. Donc on a abandonné ça. Donc vous avez autre chose aussi, c'est que le moral des soldats, quand vous avez de plus en plus le sentiment d'appartenir à la sidérurgie ou au textile, c'est pas génial. Vous voyez, pour le recrutement, pour le moral des soldats, c'est pas très bon d'avoir le sentiment d'être dans un secteur qui se fait tailler de partout. Donc tout ça pour dire par rapport à votre question, il n'y a pas de marge. Le nucléaire est sanctuarisé. J'ai fait un débat récemment avec Paul Kiles. Il faudrait qu'on bouge sur le nucléaire, peut-être qu'on supprime, vous savez qu'il y a 2 composantes aujourd'hui, nucléaire stratégique avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont au nombre de 4, à ne pas confondre